orientation et de diviser son cercle à partir de cet axe-là. Et donc à ce moment-là, vous voyez, ça fait l'erreur de 2 degrés passe à plutôt 2 centièmes. Et en fait, c'est ce que font par exemple les constructeurs d'astrolabes. Donc dans les astrolabes, quand vous voulez avoir la correspondance entre le calendrier et la longitude écliptique du Soleil, en général, on utilise ce système-là. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à une des seules constructrices d'astrolabes du monde, qui est là. Oui, il faut lui passer des cafés. C'est très bien, c'est très bien. Alors ça, c'était un peu ce qu'on pensait du temps de Ptolémée, mais avant Ptolémée, on avait aussi un autre système qui était celui des écliptiques. Alors les Grecs, en fait, leur idée, c'est de dire on va utiliser que des cercles. Alors le problème, c'est que quand ça ne marche pas, on rajoute des cercles, puis on en rajoute jusqu'à temps que ça marche. Alors, ça paraît idiot comme ça, mais en fait, on fait exactement la même chose. Hein. Sauf que nous, on appelle ça les transformés de Fourier. On n'utilise pas des cercles, on utilise des sinus, mais on fait exactement la même chose. Hein. Sauf que bon, les sinus, c'était... Enfin, ça existait déjà à l'époque, mais puisqu'on l'attribue à Hipparque, mais ils utilisaient ce système beaucoup plus simple pour eux, qui était donc de dire, eh bien, on va faire comme si le Soleil, en fait, ne va pas sur un cercle, mais sur un autre cercle qui lui-même tourne sur ce cercle-là. Et donc là, si on fait ça, d'ailleurs, donc mécaniquement, c'est très facile, puisqu'il suffit d'avoir une roue fixe, et puis une roue dentée, donc mobile, qui vient se tourner, qu'on appelle un épicycle, hein, d'ailleurs, une roue bicycloïdale. Et en fait, si on vise un point qui est là, et on peut considérablement améliorer la précision du système. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait le calcul, on arrive à de l'ordre du centième, ce qui est très très bien. Alors là, aujourd'hui, ce morceau-là de la machine, on ne l'a pas, mais aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers ce type de mécanisme en face avant. On pense plutôt qu'on avait un mécanisme de cet acabit-là, et donc vous voyez, qui donne des résultats qui sont excessivement précis. Hein. Alors bon, ça c'est la Lune. Alors le problème c'est le Soleil. Le Soleil c'est quand même assez facile. Alors la Lune c'est l'enfer. Parce qu'en fait, son mouvement, il est très complexe. Hein, vous savez tous que son mouvement est très 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 complexe. Alors ce qu'on peut dire quand même, donc j'ai rappelé la définition de la révolution synodique, donc qui est la lunaison. Alors en moyenne, effectivement, c'est ça, mais on va voir tout à l'heure que ce n'est qu'une moyenne. Et puis la révolution sidérale, donc, qui est la position de la Lune par rapport aux astres, hein, donc, qui est celle-ci. Alors en fait, par rapport à ces moyennes qu'on peut facilement représenter avec des cycles, si on veut, alors là donc, je réexplique par une toute petite figure la différence entre les deux révolutions, hein, puisqu'en fait la Lune tournant autour de la Terre, et bien au fur et à mesure qu'elle tourne autour de la Terre elle-même tourne autour du Soleil, et donc pour être par rapport à la même direction par rapport aux étoiles, on remarque bien que ce n'est pas le même angle que quand on va être de nouveau aligné avec le Soleil. Alors, c'est la révolution sidérale, parce que là, le problème, là je suis revenu en face avant de la machine anticitaire. Donc l'idée, c'est de dire comment je vais pouvoir exprimer en fait la longitude écliptique de la Lune. Donc on a vu que cette valeur, on la connaît, hein, la période on la connaît, en tout cas, enfin c'est celle-là. Non, c'est celle-là, ouais. On la connaît. Et donc il suffit de faire un truc que savaient très bien faire les Grecs, donc qui est le développement en fraction continue, et on trouve le fameux cycle des 254 sur 19. Vous voyez qu'on retrouve le 19 là, du cycle métonique. Et donc ça, on sait le faire avec un train d'engrenage. Donc il suffit de l'implémenter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la machine. Hein. Donc vous voyez, on tourne ce grand plateau, là, on fait tout ce train d'engrenage, là, et on arrive là. Et donc on peut avoir une aiguille qui donne la position de la longitude écliptique de la Lune. Alors d'ailleurs, sur la machine d'anticitaire, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, alors ça c'est une reconstruction hein, qui était justement pour l'ancienne théorie. Donc ne prenez pas en compte les traits pointillés. Là. Vous voyez, donc là, on a un différentiel. Donc c'est-à-dire que là, la Lune va tourner en fait à ce rythme-là, hein, de cet axe-là. Le Soleil, lui, tourne à ce rythme-là, et vous voyez, là, il y a un pignon qui vient engrainer celui-ci, là, et qui fait tourner une boule
qui est blanche et noire. Et donc comme ça, vous pouvez faire la différence entre le mouvement de la Lune et le mouvement du Soleil, et donc matérialiser complètement les phases de la Lune. Alors ça, ce mécanisme, on l'a. Hein. On l'a sur la machine anticitaire. Sur la machine anticitaire, il y a un différentiel. D'accord? Donc ça, c'est schématiquement ce que je vous ai montré. Donc l'axe de la Lune, vous voyez, là, la Lune, elle va tourner ici, là, comme ça, là. Et donc au fur et à mesure, bah, lui, le Soleil tourne à ce rythme-là, et la petite boule va tourner à la différence des deux. Alors le problème, en fait, c'est que si on fait ça, bah, c'est pas mal. Tout à l'heure, on s'est plaint qu'il y avait 2 degrés d'écart pour le Soleil. Le problème, c'est que si on se contente de faire ça, bah là, sur la Lune, c'est pas 2 degrés hein, qu'on a dans les dents, hein, c'est 7,5. Hein. Donc on trouvait que 2 c'était beaucoup tout à l'heure, 7,5 là c'est carrément. Là vous êtes carrément dans les choux. Alors d'ailleurs c'est un des problèmes du calendrier lunaire, c'est que le calendrier lunaire, comme la Lune a beaucoup de variations, le calendrier lunaire il est complètement. Il est jamais en phase avec. Enfin, on vous dit c'est la pleine lune, vous regardez le ciel, ah bah non, c'est demain ou c'est la veille, enfin bref, ça va jamais quoi. Donc c'est aussi un des problèmes du calendrier lunaire. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, bah nous on n'utilise pas des cercles. Hein. Là, vous voyez, là, ça c'est ce que j'utilise pour calculer la position de la Lune. Nous, on fait du développement de Fourier avec des sinus, hein, sinus 4, enfin, etc. Alors, vous voyez, d'ailleurs, ce qu'on peut regarder, c'est que l'équation du centre, on avait déjà des idées du temps d'Hipparque. Bon, il y a d'autres termes qui ont été plutôt trouvés du temps de Ptolémée, pour celui-là, hein, l'élection. Et puis les autres, après, c'est Tycho Brahe, enfin, etc. Donc, si dans un premier temps, on dit qu'on prend en compte l'équation du centre, donc c'est les premiers termes là, que je vous ai donnés, on va voir comment, en fait, ça a été implémenté au niveau de la machine anticitaire. Alors, dans la machine anticitaire, il y a un truc excessivement louche, c'est que, d'après les radios, là, donc, vous voyez, là, c'est le schéma, on voit, il y a un truc bizarre. Il y a un axe d'entrée, donc c'est cet axe-là, là. Il y a un pignon avec 50 dents, qui engraine un pignon avec 50 dents, qui lui-même est sur l'axe d'un pignon de 50 dents, qui lui-même engraine un pignon de 50 dents, ce qui fait que ça fait rien. C'est-à-dire que le mouvement de la sortie est exactement le mouvement de l'entrée. Hein. Sauf que comme vous avez introduit un train d'engrenage, ça risque de se coincer, de sauter dedans, enfin... Si vous faites que ça, il y a un problème. Alors, en fait, si on regarde mieux les tomographies, on s'aperçoit que c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, là, je vous dis, le petit pignon, là, les 2 pignons, ils sont sur un plateau fixe. Pas du tout. Ils sont sur ce grand plateau, là. D'accord? Donc, c'est carrément un train cycloïdal. Donc, vous avez un plateau, là, qui va à la vitesse grand oméga. Vous avez un pignon, là, d'entrée, là. Donc, mais là, pareil. Vous allez le décélérer, le réaccélérer, et vous sortez à la même vitesse que vous êtes rentré. Quoi. Donc pourquoi donc ils ont fait un truc aussi compliqué? Alors en fait, si on regarde mieux comment sont faits les 2 pignons, c'est ce qu'on aperçoit ici là, sur le dessin, on s'aperçoit qu'il y a un axe sur lequel on a mis donc un pignon. Sur le pignon, il y a une goupille, enfin un doigt, enfin vous l'appelez comme on veut, il y a un autre axe en fait qui est là. Et que finalement, si on regarde vraiment très bien, le deuxième pignon qui va être posé dessus, lui, il est mis sur un petit axe là qui est décalé par rapport au premier. Et puis, le deuxième pignon, il est mis dessus, donc légèrement décalé. Là, j'ai grossi le décalage, et il y a un trou là. Mais si je mettais un trou, ça coince. Parce que vous voyez, ce rayon qui est là est variable. Enfin, celui-là, il est fixe, mais celui-là va être variable. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, suivant cet axe-là, on a fait une rainure. D'accord? Et donc, à ce moment-là, on a un mécanisme un peu comme ça. Donc là, on tourne ici autour de ça, et là, on tourne autour de l'autre. Alors normalement, j'ai une petite figure GeoGebra qui explique tout ça. Donc vous voyez, là, si je fais tourner le premier pignon, là, vous voyez que le deuxième, vous voyez ici, on va se déplacer en fait sur la rainure. Et en fait, les 2 angles qui sont vus des centres sont différents. Donc on a une adaptation, en fait, on introduit, on fabrique un joint qui n'est plus homosymétrique. Donc si je reviens à ma présentation, voilà. Donc ça, vous voyez, ça c'est une photo. Hein. Donc là, c'est une tomographie, donc les 2 pignons, ils sont là. Et là, on voit très bien le petit
doigt là, qui vient s'engrainer. Alors ce qui fait que tout ça, ça fait quoi? Tout ça, en fait, si on remouline tous les calculs, on s'aperçoit en fait que l'équation du centre avec le premier terme de sinusoïde, c'est la droite, c'est la courbe verte. Si on ajoute un deuxième terme, c'est la courbe bleue. Et en fait, le mécanisme fait la courbe rouge. Donc vous voyez, globalement, on est pas mal quand même. Ça introduit des petits décalages, mais ça permet de corriger considérablement en fait l'équation. Enfin, ça permet de corriger considérablement, en tout cas, ce terme d'équation du centre. Alors, en fait, ce qui a beaucoup étonné les gens, là de même, je vais vous passer un petit dessin GeoGebra, c'est qu'en fait, ce mécanisme Goupil-Rémur, qui est dessiné ici, en fait, d'un point de vue purement géométrique, il est complètement équivalent aux épicycles d'Hipparque. Donc là, vous voyez, on a dessiné. Alors, il faut que j'arrive à le prendre. Là. C'est pas ça. Il faut que j'arrive à prendre le point qui va bien là, sur ma figure. Alors, en fait, vous voyez, là, on a dessiné un cercle et on fait tourner ce deuxième cercle au fur et à mesure que ce cercle-là tourne. Et on s'aperçoit en fait que le point thème qui est là est équivalent en fait au point qui se trouve sur ce cercle ici. D'habitude j'arrive. Le point D. Ah oui, le point D. Ah non. Alors, j'étais persuadé aussi que c'était celui-là. Attendez. C'est pas grave. C'est pas le bon outil. Alors là, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a équivalence entre ça soulève une grosse énigme. Parce qu'en fait, il n'y a aucun texte grec qui dit qu'il y a une équivalence entre un épicycle et un tel type de mécanisme. Donc nous, aujourd'hui, on pense qu'ils l'ont fait exprès, mais rien n'est moins sûr à ce niveau-là. Donc c'est l'équivalent de la théorie lunaire des épicycles, mais on ne sait pas bien si c'est voulu ou si c'est un hasard des constructeurs. Alors ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est qu'on a une équivalence en angle, mais pas en distance. Donc quand vous faites ça, vous voyez bien quand la Lune, vous voyez bien qu'il s'éloigne et qu'il se rapproche. Et ça, c'est pas modélisé là, dans le mécanisme. Alors en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on fait une correction de l'équation du centre. Mais ce qui est justement difficile, c'est que cette correction, elle doit se faire au niveau au rythme en fait, de la révolution anomalistique, mais pas du tout à celle de la révolution sidérale. Puisque en face avant, c'est bien une révolution sidérale qu'on va avoir. Donc si on faisait une correction simplement sur la révolution sidérale, on ferait bien une correction, mais qui ne se ferait pas au bon rythme. Et donc, pour la faire à ce rythme-là, on est obligé de faire la correction, et c'est justement ce que fait le train épicycloïdal. Donc le train épicycloïdal qui est là, vous voyez, il doit enlever ça, normalement, là, et en fait, il ne fait que enlever ça. Et donc là, si on revient à notre mécanisme, tel que je l'ai modélisé, eh bien, vous voyez, on a une correction là qui est introduite, et on a bien en sorti une correction qui est introduite. Donc ça, c'est le mécanisme maintenant, donc qui fait tout. Enfin, vous voyez, là, c'est le mécanisme du train épicycloïdal. Donc là, on fait tourner le plateau qui représente l'écran. Disparu. Ah oui, parce que je suis pas revenu, excusez-moi. Je suis pas revenu. Voilà. Donc là, vous voyez, le plateau, en fait, on va le faire tourner à un autre rythme, d'où ce train d'engrenage qui est là pour faire tourner le plateau à ce rythme-là. Donc là, vous voyez les 4 roues de 50 dents qui font la correction, et on revient en face avant pour ramener la position écliptique de la Lune. Et donc là, j'ai fait le calcul, donc à la place des 7,5 degrés qu'on avait, vous voyez, on a ça. Donc là, on voit d'ailleurs que, vous voyez, on a une légère dérive. Alors en fait, en gros, on est à plus ou moins 1 degré, ce qui est vachement bien en général. Bon, il y a des pics, et il y a une dérive quand même. Donc les cycles ne sont pas tout à fait bons, donc globalement, sur 20 ans, ce qui est mon diagramme, sur 20 ans, c'est pas mal. On a un truc qui est quand même pas mal sur 20 ans. Donc, je suis très en retard, mais là je vais aller très vite. Alors en fait, quand on regarde bien la grande roue là, qui est à l'avant, on voit qu'il y a des endroits où on peut mettre quelque chose. Il y a eu quelque chose là. Et donc, aujourd'hui, on postule que c'est certainement, il y avait certainement des mécanismes pour modéliser les planètes
Alors je vous dirai pourquoi tout à l'heure, on est persuadé de ça. Et donc aujourd'hui, les gens, tel Wright, travaillent beaucoup en fait pour la modélisation. Alors ça, en fait, je vais passer très vite parce que c'est vraiment, si vous voulez, complètement spéculatif. On n'a aucune preuve que ça a été utilisé. Que ça vraiment, comment ça a été fait. Alors aujourd'hui, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les cycles qui étaient connus des planètes à l'époque, donc les cycles babyloniens, etc. Et ils remettent le système des épicycles avec justement le mécanisme Rayleigh-Rondeau, et ils essayent de faire des mécanismes comme ça. Et Wright en particulier a fait un certain nombre de publications où il propose des choses qui sont excessivement subtiles et intelligentes, mais on n'a aucune preuve que la machine était faite de cette façon. Alors maintenant que je vous ai présenté en fait toutes les grosses fonctionnalités de la machine anticipère, je vais quand même revenir sur les écoles mécaniques grecques en général, et en particulier celle d'Alexandrie. Alors c'est vrai que la mécanique, en fait, chez les Grecs, c'est pas un truc qu'on a trop étudié. Alors d'ailleurs, très grande surprise quand j'ai commencé à étudier la question, c'est que par exemple, même l'histoire des engrenages, alors que c'est un engrenage et comme le truc technologique qu'on a partout, il y a très peu de gens qui se sont posés la question. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver, par exemple, qui avait utilisé le premier, les développements de cercles, etc. C'est un sujet qui ne semble pas passionner les gens. Et donc on a beaucoup étudié la physique ou les mathématiques grecques, mais très peu en fait la mécanique. Alors la mécanique quand même, c'est un sujet qui les intéressait beaucoup, puisque dès Aristote en fait aurait écrit un livre sur la mécanique, enfin on pense qu'il est plutôt attribué à un autre auteur, où il décrit des roues à friction justement. Le personnage vraiment important de la mécanique à Alexandrie, c'est Ctésibios. Je parlerai un petit peu d'Archimède, puis on finira par Cicéron et Posidonios. Alors justement, ce que je disais donc, sur la mécanique, donc les roues de friction. Alors Ctésibios, c'est un personnage qui est très peu connu du grand public, mais qui est vraiment le fondateur de l'école de mécanique d'Alexandrie. Donc lui, il a inventé rien moins que le piston, le clavier, l'hydraule qui est un orgue hydraulique. Il a amélioré la clepsydre, et d'ailleurs le mécanisme qu'il propose pour améliorer la clepsydre n'est rien moins que ce que vous utilisez chez vous dans vos toilettes, puisque dans vos toilettes chez vous, il y a un mécanisme qui fait que l'eau se coupe une fois qu'on a dépassé un certain niveau, et c'est comme ça que Ctésibios donc a modifié les clepsydres pour qu'elles aient toujours le même niveau dans le dernier récipient afin que l'écoulement soit constant et donc améliorer grandement la précision sur le débit. Alors malheureusement, Ctésibios, on ne sait pas grand chose de lui, on ne sait même pas bien quand est-ce qu'il vivait. Comme il a utilisé dans ses mécanismes aussi des crémaillères, ce genre de choses, donc on pense donc que de son temps on connaissait déjà justement les roues dentées. Alors Ctésibios aurait été un contemporain d'Archimède. Donc Archimède, je rappelle, c'est un des plus grands savants de l'Antiquité, qui a fait des travaux considérables sur plein de sujets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense qu'Archimède était le fils d'un astronome, donc il se serait aussi intéressé à ce type de machine. On pense qu'il est allé à Alexandrie, mais on n'en a absolument aucune preuve là. On sait aussi qu'il a écrit un traité qui s'appelle sur la construction de la sphère, enfin la sphéropée, où il décrit une machine qui donne la position de la Lune, de la Terre et des 5 planètes, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors, malheureusement, ce livre est perdu, donc comme la plupart comme un certain nombre de livres d'Archimède. Et il a aussi écrit dans un livre qui est aussi perdu, il a décrit les 13 polyèdres réguliers. Ça, c'est un petit clin d'œil à moi-même. Car c'est le sujet sur lequel je travaille le plus, c'est les polyèdres. Donc un immense savant, et donc nous on a tendance à séparer, enfin si vous voulez, les ingénieurs, les savants, les mathématiciens, les astronomes, etc. Il semblerait quand même que du temps des Grecs, la plupart des grands savants étaient aussi des grands mécaniciens. Donc ça c'est quelque chose... Et donc on attribue, on pense, que si la machine anticitaire a été certainement construite par quelqu'un qui s'est inspiré d'une machine construite par Archimède. Alors justement, sur la construction des sphères, il y avait carrément du temps
temps des Grecs, une partie de la mécanique qui s'appelait la sphéropoia, qui était donc dédiée à la construction des sphères. Alors en fait, on est sûr qu'ils construisaient des sphères célestes, des sphères armillaires, et on pense en fait qu'ils construisaient aussi pour différentes raisons des planétaires, et donc comme la discipline s'appelait la sphéropoia, on pense que quand les Grecs parlent de sphères, c'est pas forcément d'objets sphériques, mais ça peut être aussi de planétaires. Alors, en fait, ce qui est beaucoup reproché à la machine denticitaire, c'est qu'on dit oui, mais le problème de la machine denticitaire, c'est qu'aucun texte ne décrit la machine denticitaire, donc elle ne peut pas avoir existé. À cela, je réponds que si on lit Cicéron, qui n'était pas grec, mais romain, et bien justement, Cicéron raconte plusieurs choses. Donc, dans un de ses livres, il raconte le sac de Syracuse et il raconte comment le général romain Marcellus en fait, a ramené pour lui une machine construite par Archimède qui montrait la position du Soleil, de la Lune et des 5 planètes. Alors en fait, Cicéron décrit pas tellement cette machine et maintenant, à l'analyse du texte, on s'aperçoit que même il est vraisemblable que Cicéron n'ait jamais vu cette machine et qu'il en ait seulement entendu parler. Mais dans un autre texte, qui s'appelle De Natura Deorum, il parle d'une autre machine qui a été construite par son ami Posidonios, donc qui lui-même vivait à Rhodes, et qui avait construit une machine de ce type-là. Donc en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu au moins dans l'Antiquité 2 machines, celle d'Archimède et celle de Posidonios, et vraisemblablement, la machine denticitaire est une troisième machine. Sera une troisième machine. Donc là, c'est pour qu'on y voit un petit peu plus clair sur ces histoires de date. Là, vous voyez, le naufrage est vraisemblablement par ici, quoi. Alors en fait, la construction de la machine, on la situe au moment d'Hipparque. Alors Hipparque, aussi un immense astronome. Alors, malheureusement, on a très peu de choses pour lui. On a très peu de textes. Donc on attribue beaucoup de choses à Hipparque, mais on est sûr de rien, puisqu'on n'a quasiment aucun texte d'Hipparque. Mais ce qui est évident, en fait, c'est que la machine denticitaire embarque des choses sur les épicycles, et donc qui était la théorie, en fait, sur laquelle Hipparque a travaillé. Enfin, on parle aussi d'Apollonios de Perche, qui a aussi beaucoup travaillé sur le sujet, alors qu'en fait, Archimède, il vivait un petit peu plus tôt, et visiblement, il vivait un petit peu avant cette théorie des épicycles. Donc vous voyez, alors, en guise de conclusion, cette machine, donc, elle a vraiment révolutionné en fait, ce qu'on pensait de la mécanique grecque. Elle a jeté un œil nouveau aussi sur l'astronomie grecque, parce que vous voyez, on voit que les cycles, tout ce qui venait des Babyloniens était certainement plus présent que ce qu'on pense. Elle a surtout révolutionné la façon dont on voit la science grecque. C'est-à-dire qu'avant la machine denticitaire, on voyait une science qui était quand même relativement déconnectée des instruments, une science très théorique. Or, en fait, si on relit les textes grecs, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Si on lit Euclide, il nous raconte bien qu'il fait des constructions à la règle au compas. Il ne nous dit pas je fais des droites, etc. Il parle bien de l'instrument, quoi. Donc le rapport aux instruments était quand même beaucoup plus fort, certainement, que ce qu'il est. Et on sait aussi par d'autres textes grecs qu'ils ont essayé de faire des machines, par exemple pour faire la trisection de l'angle ou pour faire la duplication du cube. Ça, ces machines, on a des textes sur ces machines-là. Et on sait aussi que Héron d'Alexandrie, quand il construit la première machine à vapeur, c'est justement pour contrer un argument d'Aristote c'est pour une question philosophique. Et donc, ce qui a vraiment beaucoup changé par rapport à la machine denticitaire, c'est que déjà, les engrenages sont certainement beaucoup plus tôt, et maintenant on relit les textes à la lumière de cette machine, et on en fait plein de conclusions différentes de ce qu'on faisait avant. Puisque avant, quand on lisait Cicéron qui parlait de cette fameuse machine, on disait bon, il est gentil Cicéron, mais il a vu pour l'orgie romaine, et puis après il a écrit ce truc-là.
et ils étaient incapables de faire de telles machines, quoi. Mais là, on s'aperçoit que bah, c'est peut-être pas si folklorique que ça, ce qu'il a écrit. Donc malheureusement, c'est un littéraire, il a mal décrit cette machine, et on aurait aimé quand même savoir qu'est-ce qu'elle renferme. Alors justement, on pense beaucoup que cette machine, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle aurait été construite à Rhodes, puisqu'il y avait une école, Hipparque était originaire de Rhodes, Posidonios était un de ses successeurs à Rhodes. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les textes sur la machine et le calendrier montrent qu'elle venait certainement des colonies de l'Ouest, et en particulier peut-être de Syracuse. Et donc, on pense aujourd'hui qu'il y avait certainement dans le monde grec plusieurs écoles où ils fabriquaient des machines. Il y a même des gens qui pensent aujourd'hui que la machine a été certainement fabriquée à Rhodes, mais pour un commanditaire de Syracuse. Donc là, en fait, ce que je disais à quelqu'un en aparté avant de démarrer la conférence, c'est que finalement, cette machine aujourd'hui, elle soulève beaucoup plus de questions qu'elle donne de réponses. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir en plus, alors pour tout ce qui est cosmographie, je me suis servi du livre de mon ami Denis Savoie, que moi je trouve génial. Donc je me suis beaucoup appuyé sur ce livre. Bon, je me suis aussi servi d'un certain nombre de classiques, donc Donjon. Et sur Anticythère, mes références sont essentiellement, enfin j'ai essayé de tout lire un petit peu ce qui se faisait sur la question. C'est essentiellement en fait les articles de Nature et de Nature, ouais, où il y a eu beaucoup de matériel qui a été donné. Alors je suis moi-même en contact en fait, avec un certain nombre de personnes du projet Anticythère. En fait, ma très grosse déception, c'est que j'espérais vous amener des scoops, puisqu'en fait, il y a 2 ans, il y a une mission qui est passée avec un sonar au-dessus de la zone Anticythère et qui a repéré une 2e épave, donc un 2e bateau qui a coulé là. Et cet été, je sais que les gens sont replongés à Anticythère pour explorer le 2e bateau. Et en fait, maintenant, sur le premier bateau, ce qu'ils cherchent, c'est des roues dentaires, typiquement, ce qu'on ne cherchait pas du tout avant, quoi. Et malheureusement, mon contact là-bas est peu fiable, et donc j'ai pas réussi à obtenir quelques scoops avant de venir vous voir. Et j'en suis désolé, mais je pense qu'on reparlera beaucoup de la machine Anticythère dans les prochains mois, et que donc ça va certainement beaucoup faire évoluer la vue qu'on avait des sciences grecques. Je pense que j'ai été très vite, j'ai dû faire des impasses, mais j'espère que mon responsable. Merci beaucoup, Jean-Jacques Dupin. Je suppose que vous avez des questions. Je vous signale que les références qu'on ne voit pas très bien, je les mettrai dans le compte